Voici la deuxième partie du cours sur donc, le génocide dans la littérature et à l'écran. Donc il s'agit ici du grand B, le génocide à l'écran. Alors au cours de ce grand B, on va se demander comment le cinéma, la télévision aussi, ont cherché à représenter la Shoah, à la donner à voir, à la donner à comprendre par l'image. Pour ça, on va utiliser toute une série d'extraits. Donc vous avez ici, hein, je vous les remettrai à la fin, donc en commençant par Alain Resnais, ainsi de suite. Euh, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces documentaires ou de ces films a posé d'une certaine manière la question de la représentation de la Shoah, et chacun de ces documentaires ou de ces films pose euh, un problème, enfin en tout cas peut être discuté ou contesté dans ses choix. On va commencer par le premier d'entre eux, donc après les films diffusés au procès de Nuremberg, qui s'agissait là de preuves de tribunal. La première fois qu'il y a une représentation cinématographique de la Shoah, c'est donc lors de avec Nuit et brouillard d'Alain Resnais, qui a été donc réalisé en 1956. Alors je vais vous en montrer un extrait, et on va essayer de comprendre un petit peu comment Alain Resnais cherche à représenter la Shoah. Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues. Les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques, plus aucun pas que le nôtre. Alors, je vais avancer un petit peu pour que on comprenne ensuite quel est son projet. J'avance encore un peu. Arrivent enfin. Pour certains, la sélection est déjà faite. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler, ceux de droite. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination.
Tuer à la main prend du temps. On commande les boîtes de gaz cyclone. Rien ne distinguait la chambre à gaz d'un bloc ordinaire. À l'intérieur, une salle de douche fausse accueillait les nouveaux venus. On fermait les portes. On observait. Le seul signe, mais il faut le savoir, c'est ce plafond labouré par les ongles. Même le béton se déchirait. J'avance encore un petit peu. Les pouvoirs sont insuffisants, on dresse des bûchers. Voilà. Alors, on comprend que avec Nuit et brouillard, comment c'est fait, hein. C'est-à-dire que c'est à une alternance d'images filmées par Alain Resnais et ses équipes. Donc ça, ce sont les images qui sont en couleur. Ici, je vais revenir sur la porte qui va nous intéresser un petit peu plus tard. Voilà. Et des images en noir et blanc qui sont des images d'archives tournées soit par les Alliés au moment de la libération des camps, soit par des nazis. Et des photographies. Alors, ce montage essaye de montrer de manière assez chronologique comment on est passé de l'arrestation, la déportation, jusqu'à l'arrivée des camps, et puis la vie dans les camps. Et vous voyez qu'il essaye de montrer ce que c'est que la Shoah, en montrant les corps, en montrant les chambres à gaz, en montrant... bon, après, il montre les fours crématoires, etc. etc. Donc c'est une tentative qui pose plusieurs problèmes. Ce film pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que le mot juif est employé, je crois, une fois dans tout le documentaire. C'est-à-dire qu'on est dans la suite de Nuremberg. Le génocide juif n'est pas spécifique. Il est noyé au milieu des crimes nazis, hein, résistants, communistes, etc., qui ont été tués par les nazis. Et deuxièmement, il n'explique pas tout des images qu'il montre. C'est-à-dire qu'il utilise des images qui ne sont pas forcément des images tournées dans les centres d'extermination. Par exemple, les images des femmes nues qu'on voit, c'est des images qui sont des images de babillards, donc où ils sont tués par balle. Donc tout n'est pas expliqué. Et puis ce mélange d'archives et d'images tournées en couleur peut aussi poser question. Enfin, le film a été censuré à sa sortie pour éviter que des gendarmes français soient représentés sur l'arrestation des Juifs. Donc voilà, en tout cas, il y a une tentative de documentaire, et ce documentaire, Alain Resnais fait le choix de la représentation, de montrer les corps, de montrer la mort de la Shoah. Cette vision des choses va être extrêmement critiquée par un autre documentariste qui s'appelle Claude Lanzmann. Et Claude Lanzmann, donc c'est le troisième titre ici, hein, je vous les ai mis dans l'ordre chronologique, mais là pour l'instant je parle de deux documentaires. Donc Claude Lanzmann, en 1985, fait paraître un autre documentaire qui s'appelle Shoah. Alors c'est un documentaire fleuve majeur qui dure 10 heures, et pour lui, il n'y a pas de possibilité de représenter la Shoah. La Shoah est irreprésentable. Euh, Montrer les corps, montrer les fosses communes avec tous les os, etc. Tout cela, pour lui, ne dit rien de la Shoah. C'est de l'émotion pure, mais ça ne permet pas de comprendre réellement ce qui est en jeu, ce qui est au cœur de ce génocide. Donc lui fait un autre choix, il va aller chercher des témoins, aller chercher des gens qui ont vécu dans les camps, et il va les faire témoigner à visage découvert. Il va aussi interviewer des gens par exemple des paysans qui vivaient autour du camp, ou même des bourreaux, hein. Il va retrouver des nazis et les interviewer. Et donc on a une autre manière de voir les choses. Je vais vous passer un extrait aussi de Shoah, évidemment l'extrait, je ne vais pas vous passer les 10 heures. Donc c'est un des passages les plus célèbres. C'est donc le coiffeur de Treblinka. Il a retrouvé donc l'un des Sonderkommando, hein, l'un des
des hommes qui travaillaient dans les Sonderkommando à Treblinka, ce centre de mise à mort, où il avait été désigné comme coiffeur et où il raconte son expérience. Voilà. Je vous laisse regarder et puis on en reparle après. Some people from the working people over there, and they ask question who was a barber, who was not a barber. I was a barber for quite a number of years. And some of them, they knew me, like from people from Częstochowa and from other places. So naturally, they chose me, and I selected some more barbers, which I know of them, and we got it together. Professional barber. Official, yes. We got it together, and we're waiting for the order. And the order came to go with them, with the Germans. They took us in to the gas chamber, to the second part of the camp in Treblinka. It was far from the first part. It was not too far, but it was all covered with gates, barbed wires, and trees covering the gate. That nobody should see there is a gate or there is a place going in to the gas chamber. Is it what the Germans called the Schlauch? No, the Germans, what they call like going to road to the heaven. Himmelweg. Himmelway, yeah, the road to the heaven. And we know about it because we worked for quite a time before we went into work in the gas chamber. Going in over there, they put in some benches where the women could sit and not to have the idea that this is the last way or there is the last time they're going to live or they're going to breathe or they're going to know what is going on. How long did it last that the barbers cut the hair inside the gas chamber? Because it was not always the case. We worked inside the gas chamber for about a week or 10 days. After that, they decided that we will cut the hair in the undressing barrack. How did it look, the gas chamber? It was a room, not a big room. The room was, I would say, the size by feet around 12 by 12. But in that room, they pushed in a lot of women, almost one on top of the other one. But like I mentioned before, when we came in, we didn't know that what we're gonna do. And then one of the couples that came in, he said, "Barbers, you have to do a job to make to believe all those women that came in that they're just taking a haircut and going in to take a shower, and from there they go out from this place. But we know already that there is no way going out from this room, because this room is the last place where they went in alive and they will never go out alive again." Voilà, alors je ne vais pas aller plus loin, après il y a beaucoup d'émotions dans le reste de sa vidéo où il explique qu'à certains moments, des coiffeurs se retrouvaient à devoir, avec des gens de leur famille, qui devaient couper les cheveux juste avant qu'ils rentrent dans la chambre à gaz. Alors vous voyez, là c'est un choix complètement différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de représentation du lieu, ça passe juste par la parole du témoin. Donc ça permet à travers sa voix, à travers son témoignage, que Lanzmann fouille et questionne, on se fait soi-même une idée de ce que c'était. Alors le documentaire peut aussi prêter à
à question, hein. Vous voyez qu'il y a une sorte de mise en scène qui est faite, il le met en... Et donc il est toujours coiffeur, ce monsieur, à Jérusalem, au moment où Lanzmann filme, et il le met en situation de coiffer, comme quand il coupait les cheveux donc à Treblinka. Il lui a fait revêtir une chemise jaune avec une espèce de symbole euh, voilà, qu'on voit sur sa poitrine qui fait largement penser à l'étoile jaune. Donc il y a une mise en scène de Lanzmann. On entend Lanzmann parler, qui d'une certaine manière se met en scène à travers sa voix aussi. Donc on a une mise en scène. C'est pas non plus la réalité dans le sens où il y a une mise en scène qui est derrière. Mais les témoignages sont extrêmement forts et ont permis d'avoir une histoire de la mémoire des témoins, de ce qu'ils ont vécu dans ces lieux, ou autour de ces lieux, lorsqu'il interroge les paysans qui vivaient autour de ces lieux. Voilà. Bon, c'est pour vous expliquer hein, qu'il y a donc deux écoles dans le documentaire euh, qui vont faire date aussi pour le cinéma. C'est-à-dire que ces deux écoles vont ensuite être prises euh, à l'intérieur du cinéma. Est-ce qu'on montre ou est-ce qu'on ne montre pas? Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas? Est-ce qu'on peut fictionner la Shoah, par exemple? Est-ce qu'on peut faire jouer des acteurs, des déportés? Est-ce qu'on peut leur faire jouer la mort dans la chambre à gaz? Est-ce que tout cela a un sens? Et ces questions-là, on va voir qu'elles ont été d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, ces questions-là ont été résolues puisqu'il y a des cinéastes qui ont fait des choix extrêmement différents par rapport à ces différentes possibilités. Voilà, je fais une petite pause et on poursuit avec le cinéma donc de fiction.